C'est un plaisir de vous savoir nombreux, branchés sur les antennes de la 10e rue télévision. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Vendredi 2 mai, le début de ce mois de mai est prometteur, surtout. En tout cas, je vous souhaite plein succès, mais surtout pour la République démocratique du Congo par rapport aux enjeux de l'heure. En tout cas, ça promet, et donc on en parle et tantôt dans cette émission avec mes invités déjà dans nos murs. Un grand merci à la grande équipe technique qui nous accompagne ce matin, Dieudonné Masunda, Toussaint Loubaki, mais aussi Amoros Andemia. Vous le savez, la première des rubriques de cette émission, c'est la rubrique où un avis s'invite en ce qui concerne la lecture des journaux parus ce matin sur Kinshasa. Ça, c'est pour vous, les amoureux de la lecture. C'est aussi bien de vous initier, de faire la promotion de la lecture pour vous, chers écoliers qui nous suivez. Allez, on va démarrer comme ça avec la consoeur. Il s'agit comme ça de la trompette, un quotidien d'investigation et de libre-échange qui titre Octroi des permis de conduire. Jean-Pierre Bemba prolonge le moratoire sur le contrôle jusqu'au 30 juin 2025. Partenariat historique RDC-USA, Tshisekedi attendu à Washington pour finaliser l'accord du siècle. On en parle dans cette émission. Renforcement des capacités, les cadres de l'UGF formés à la gestion du temps et des priorités. On va poursuivre, chers téléspectateurs. Autrefois défenseurs de la vérité des urnes, les opposants devenus rédacteurs appliqués des lettres ouvertes à Félix Tshisekedi. Poursuivons avec la prospérité qui titre Déclaration des principes deal avec les USA. Laurent Batomona appelle à la mobilisation totale derrière la détermination du chef de l'État, s'exclame la consoeur. Identifier les causes profondes de la crise et dégager des solutions. RDC, l'opposition réclame un dialogue politique, s'interroge en même temps la même source. Processus de Luanda, Washington, Doha, RDC Rwanda, Patrick Mouyaya rassure. Journée de restitution et de clôture des activités du mois de mars. OCC, Christelle Mwabilou note les défis et propose des solutions pour les femmes congolaises. On va poursuivre avec Congo Nouveau, qui titre à son tour Crainte des bradages des minerais du pays, le deal minier de Tshisekedi et Trump très surveillé. Très bien. Dans une déclaration commune avec Katumbi, Fayulu et Sesanga, Kabila veut un dialogue sous l'égide de la Senko et CC. Kabila, en son temps, qui a combattu la Senko et aujourd'hui crédibilise la même Senko. Autre temps, autre mers, dit-on. Allez, poursuivons. Au cours d'une déclaration tonitruante le 30 avril 2025 à Kinshasa, GB, la conférence des présidents du regroupement, ça c'est la communication, lettre ouverte au président de la République. On va comme ça finir avec Forum des As qui titre Chers téléspectateurs, dans une déclaration commune, Kabila, Katumbi, Sesanga et Fayulu plaident pour la tenue d'un dialogue inclusif. Malgré les contextes de crise dans l'Est de la RDC, Judith maintient les échanges avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Allez, Bujumbura, Denise Nyakeru réconforte les Congolais en exil au site de Mousséni. Journée internationale de la liberté de la presse. Les diplomates ukrainiennes rendent hommage aux journalistes congolais. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ça n'est parti pour une heure, vous le savez, autour d'un débat, mais cette fois-ci un débat républicain, mais surtout avec des analyses scientifiques, car il s'agit d'un dossier très sensible, d'où il va falloir mettre de l'intelligence, et cette intelligence va dans les cadres des respects des textes de la République démocratique du Congo. Il s'agit comme ça de ces fameux communiqués, pour ne pas parler d'une vidéo que vous avez suivie sur la toile, comme quoi le ministre de la Justice
pour ne pas citer Constant Moutamba. Et donc, ces derniers invitent l'auditeur général des FARDC à saisir le bureau du Sénat. Et donc, pour obtenir la levée des immunités de l'ancien chef de l'État congolais, Kabila Kabange, et l'autorisation de poursuite à son encontre pour trahison, crime de guerre et crime contre l'humanité. Et donc, vous avez suivi, on va en parler avec nos invités, déjà en place, leader Kingonzi, et cadre du parti AREP du ministre Guy Luando Mboyo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très heureux de pouvoir répondre à votre invitation. Et de cette occasion, nous en profitons pour saluer nos compatriotes de partout où ils peuvent se trouver. Ceux qui sont à Durba, et ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Kipushi, et aussi ceux qui sont à Manono. Et nous n'allons pas oublier nos compatriotes qui se trouvent à Mwanda, à Boma, Kinshasa. Et nous leur disons que la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Surtout les déplacés de guerre. Tout à fait. Les déplacés de guerre, nous sommes de guerre avec vous. Et donc, la première dame a posé d'ailleurs cet acte qui est salutatrice, dans le sens où elle a réconforté les Congolais en exil au site de Moussédi. Nous sommes à Bujumbura. Une très bonne chose. Vraiment donc, une très bonne chose. Ils se sont sentis aimés en voyant la First Lady. Oui, bien sûr, puisque si les autorités ne sont pas au chevet de leur population, c'est-à-dire les autorités n'existent pas. Exact. Mais dès lors que les autorités vont au secours de populations, cela signifie également qu'il y a une meilleure conjugaison entre les personnes qui gouvernent la République et vis-à-vis des gouvernés. Merci. Allez, les deuxièmes invités en plateau. Rachidi Ngiama, l'habitué de cette émission, les deux, les habitués de cette émission, ils répondent toujours à chaque fois que nous avons besoin d'eux pour vous, chers téléspectateurs. Et donc, je vous recommande de suivre attentivement cette émission, car il y aura des questions de fond qui seront posées à nos invités pour pouvoir éclaircir la lanterne autour des sujets très sensibles. Permettez-moi de les dire ainsi. Rachidi, bonjour et bienvenue. AREP également, parti politique du ministre Guy Luando. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre invitation. Je salue en premier lieu l'autorité de référence de notre parti Agissons pour la République, Maître Guy Luando Mboyo, le grand baleine, et aussi le secrétaire général, Maître Camille Kalele Malobo, pour l'attention qu'il a à la fédération du Kwilu 2, où je suis comme un membre d'honneur. Et je salue aussi, bien sûr, le camarade qui est avec moi. Ensemble, ensemble nous allons essayer de réfléchir autour de ce qui se passe au sein de notre pays pour éclaircir des questions aussi fondamentales. Très bien, merci de répondre à notre invitation. Allez, leader, vous avez la parole. Je le rappelle que vous êtes les coordonnateurs du mouvement citoyen Milelo Yamboka. La première des questions: pouvez-vous nous donner l'éclairage, la lumière, ou soit la nuance qui existe entre un sénateur ordinaire et un sénateur à vie? Eh bien, la seule nuance qu'on peut apporter, c'est que les deux, au départ, sont des sénateurs. À la seule différence est que celui qui est considéré comme sénateur à vie, c'est celui-là qui a été un président de la République élu en RDC. Cela voudrait dire quoi en d'autres termes? La Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que le président de la République est élu au suffrage universel direct et que son mandat n'est renouvelable qu'une seule fois. Et dès lors qu'une personne ayant la nationalité congolaise a déjà été président de la République, que cette personne ait exercé ses fonctions de président de la République à un seul mandat ou pendant 2 mandats, dès lors que cette personne-là n'exerce plus les fonctions de président de la République, cette personne-là devient directement sénateur à vie, comme le voudrait l'article 104 de la Constitution. Et je crois bien que c'est l'avant-dernier alinéa de notre Constitution qui dit expressément que tout ancien président de la République élu est de droit ou encore est d'office sénateur à vie. Qu'est-ce qui veut dire, qu'est-ce qui signifie sénateur à vie?
c'est une responsabilité que l'État accorde à quelqu'un pour qu'il soit parlementaire au 2e degré du Sénat. Et cette fonction de responsabilité en tant que sénateur à vie ne peut jamais s'arrêter. Parce que il y a des Congolais ou des compatriotes qui peuvent postuler pour être élus au 2e degré par les députés provinciaux comme des sénateurs, mais que leurs mandats vont expirer à l'issue d'un mandat ou d'une législature normale. Par contre, le sénateur à vie n'a pas de législature qui aurait à être une implication pour la cessation de ses fonctions. En d'autres termes encore, ça veut dire on est sénateur pour toute sa vie. Aussi longtemps que nous aurons le souffle de vie que Dieu accorde, si nous étions anciens présidents de la République élus, et nous serons également sénateurs à vie. Je donne un autre exemple. Pour nos concitoyens qui ont porté les armes contre la République, s'il arrivait, si jamais, nous savons que cela ne va pas arriver, et ces derniers, même s'ils devenaient présidents de la République, au regard de cette constitution, ceux-là, ils ne peuvent jamais devenir des sénateurs à vie. Parce que les fonctions ou encore la qualité des sénateurs à vie ne sont réservées qu'aux Congolais qui ont accédé par les voies des élections. C'est pourquoi on dit il faudrait être un ancien président de la République élu, comme le voudrait la loi du 26 juillet 2018 qui parle en long et en large en ce qui concerne les pouvoirs, les droits et les devoirs d'un ancien président de la République élu. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Vous gardez toujours la parole. La deuxième question. Un élu des élus, c'est-à-dire un sénateur ordinaire, est couvert par les immunités. Alors, un sénateur à vie, est-il couvert des immunités ou soit par la loi qui lui protège? Un sénateur élu au 2e degré est couvert par les immunités parlementaires. Je pense que ce sont les dispositions de l'article 108 de la Constitution, ou encore un peu plus en avant. Cela explique en long et en large comment la procédure de poursuite qui pourrait viser un membre du Parlement, que ce soit un député national ou que ce soit également un sénateur. C'est repris par les dispositions de l'article 108 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour. Mais à la différence d'un sénateur à vie qui jouit d'un double, je dirais quoi, qui jouit des doubles avantages ou encore des doubles casquettes. Et un sénateur à vie, pour qu'il soit poursuivi, il faudrait en principe apporter sur la table des discussions ou des réflexions deux textes qui doivent se combiner. D'un côté, nous aurons la Constitution de la République démocratique du Congo, où nous allons examiner les dispositions de l'article 108 qui le concerne, bien qu'il est sénateur à vie, mais puisqu'il est membre du Parlement, de la Chambre du Sénat, il faudrait interroger également ces dispositions de l'article 108, mais il faudrait également interroger les dispositions de l'article 8, de la loi du 26 juillet 2018. C'est-à-dire, encore en d'autres termes, que j'aimerais également renchérir, un ancien président de la République élu, qui est sénateur à vie, bénéficie des doubles... je dirais d'un double degré des immunités. Il a des immunités en tant qu'ancien président de la République élu au terme de la loi du 26 juillet 2018, et il a aussi des immunités au regard de l'article 108 de la Constitution. Cela signifie encore, pour qu'on poursuive une personne qui est sénateur à vie, on ne peut pas lancer des poursuites tout en dissociant sa qualité d'un ancien président de la République élu, puisque la loi est en vigueur, la loi existe. Il faudrait que l'on combine les dispositions qui sont contenues dans la loi du 26 juillet 2018 avec les dispositions de l'article 108. Parce que même la dite loi nous renvoie toujours aussi vers la Constitution.
Alors, lorsqu'on poursuit un sénateur à vie et que l'on saisit seulement l'institution Sénat, nous risquerons d'être en déphasage puisque nous n'avons pas interrogé ou consulté les dispositions de l'article 8, 7 et suivant de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Alors, celui-là ou encore ce dernier bénéficie de double degré des immunités en tant qu'ancien président de la République élu et en tant que sénateur à vie. Voilà un peu ce qui fait qu'il faudrait combiner, il faudrait apporter la conjonction de tous ces textes pour que nous puissions aboutir à un résultat. Pourquoi ces résultats? Le Parlement pourrait normalement siéger au niveau du Sénat pour examiner la demande qui lui a été formulée, mais le Parlement risquerait d'être buté à des difficultés si un de ses membres soulevait une exception, une réalité telle que la procédure aura été menée, cette procédure violerait la loi portant statut des anciens présidents de la République élus, qui voudrait que ce dernier soit poursuivi en vertu de ces dispositions, de sorte que les deux chambres du Parlement soient réunies en congrès et que le vote concernant sa poursuite soit voté à la majorité de 2/3 des membres du Parlement constituant le Congrès, suivant les règlements intérieurs du dit Congrès. Très bien. Sur toutes les formes, nous avons suivi avec toute l'attention soutenue. Kabila est couvert, pour ne pas dire il est protégé par les textes de la République. Dans le même cas d'espèce, quand le ministre de la Justice, pour ne pas citer Constant Moutamba, quand il ordonne à l'auditeur général des FARDC, il poursuit pour dire Kabila ne sera pas poursuivi par la justice comme étant ancien chef de l'État, mais comme sénateur à vie. Dans ces cas, quelle est la procédure qu'il va falloir mener primo pour qu'il y ait exactement ces poursuites? J'aimerais apporter une précision au regard de la loi du 26 juillet 2018. En son article 3, il y a plusieurs éléments qui ont été étayés. Parmi les éléments, cette loi dit quoi? Il dit que l'ancien président de la République élu a le droit de porter le titre du président de la République honoraire. Alors, s'il faudrait qu'on poursuive un ancien président de la République élu en tant que sénateur à vie, or, sa qualité de sénateur à vie ou encore les fonctions de sénateur à vie que ces derniers portent découlent en réalité de ses droits d'être ou d'avoir été ancien président de la République élu. Cela voudrait dire on ne peut pas reconnaître le droit de porter une identité d'un parent par un... là plutôt, j'allais dire, on ne peut pas reconnaître le droit de porter l'identité qui est une reconnaissance d'un enfant, alors que l'identité que l'enfant porte découle de l'identité de son parent. Je dirais comme par exemple, moi je m'appelle Kingonzi Joachim Leader Bin Ali. Mon nom est tiré du nom de mon père, monsieur Kingonzi Delking Abraham. Comment pourrais-je dire que je porte ce nom sans pour autant que je puisse reconnaître le nom qui m'a été donné par son géniteur? En d'autres termes, pour qu'on poursuive un individu qui est congolais en qualité de sénateur à vie, on ne peut pas dissocier sa nature de sénateur à vie avec sa qualité ou sa nature d'ancien président de la République élu pour que cette personne devienne sénateur à vie et tout d'abord ancien président de la République élu, où il y a une loi qui consacre la procédure qui a été bien organisée. Et surtout, lorsqu'il s'agit des infractions telles qu'énumérées par son Excellence, Monsieur le ministre d'État à la Justice, il faille que les procédures soient régulièrement suivies. Parce que la loi dit que on doit reconnaître à tout ancien président de la République le titre de président de la République honoraire. Comment devrions-nous dissocier, puisque lorsque ce dernier devra, par exemple, se présenter devant la justice, on doit l'identifier comme étant le président de la République honoraire. Donc, il serait difficile que
cette procédure-là connaisse de bons résultats. Il serait difficile. Je ne dis pas que cela pourrait avancer, mais il serait difficile et ça créerait des flous et ça créerait des embrouilles au niveau de la justice. Et je voudrais également amener également un autre raisonnement. Et il s'agit de quelles infractions que ces derniers seraient poursuivis. Il y a l'infraction de trahison. Et lorsque nous interrogeons également le loi de la République, parce que cette infraction de trahison est organisée à la fois par le Code pénal congolais, livre 2, en ces articles, à partir de l'article 181 jusqu'à, je crois bien, à l'article 186. Et c'est aussi organisé par le Code de justice militaire ou encore le Code pénal militaire. Ce sont les dispositions des articles 128 et 129. Maintenant, une question qu'il faudrait se poser dans un raisonnement scientifique. Ce dernier serait poursuivi ou sera poursuivi dans quelles circonstances ou dans quelle situation? Puisqu'il faudrait qu'on puisse bien définir les circonstances. Soit qu'on soit dans un temps de guerre, en temps de guerre, ou que l'on soit en temps de paix. Alors, puisque le ministre d'État en charge de la justice a donné injonction au niveau de l'auditorat général militaire de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les poursuites devront être actionnées en temps de guerre. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, est-ce que la République démocratique du Congo, notre pays que nous aimons beaucoup, notre pays est-il en temps de guerre ou en temps de paix? Parce que les temps de paix ou encore les temps de guerre ne peuvent se vérifier que si le président de la République, dans ses compétences ou dans ses attributions de garant de bon fonctionnement des institutions, devrait en principe, comme nous l'avions fait avec la prise des ordonnances portant l'état de siège dans nos provinces qui sont occupées par l'agresseur, le Rwandais, il aurait également fallu que le président de la République prenne des ordonnances de déclaration de guerre, après avoir consulté toutes les autres institutions. Les deux chambres réunies en congrès, normalement, les gouvernements de la République ainsi que les forces armées de la République, et ce serait à l'issue des conclusions que le président de la République devrait déclarer la guerre. Est-ce qu'à ce jour, le président de la République a-t-il déclaré la guerre ou n'a-t-il pas encore déclaré la guerre? Puisque dans tout ce que nous savons, en vertu de ces prérogatives, nous sommes dans des circonstances d'état de siège. Si nous ne sommes pas dans un cas de déclaration de guerre, cela va de soi que nous disions également que nous ne sommes pas en temps de guerre. Comme nous ne sommes pas en temps de guerre, il n'aurait pas fallu saisir l'auditorat général militaire pour actionner les procédures à charge de M. Joseph Kabila, ancien président de la République élu, qui est aussi de droit sénateur à vie. Et au regard de ces éléments, je crains que le Sénat soit puisse rejeter la requête pour vice de procédure ou encore vice de forme, ou si jamais cette requête, le Sénat accédait et accordait la levée de ses immunités devant la juridiction militaire, la juridiction militaire risquerait de se déclarer incompétente. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en temps de guerre. Le temps de guerre est toujours constaté par des actes juridiques rendus publics. Restons au niveau du Sénat. Rachid, vous allez souffrir un tout petit peu. Restons au niveau du Sénat. Parce qu'il s'agit ici de la désignation d'un sénateur à vie qui est M. Kabila. Alors, ici, ce sont les textes de la République protégés par une loi. Il n'a pas été élu par les députés provinciaux. C'est-à-dire, c'est auprès du Sénat que les ministres devraient autoriser l'auditeur des FARDC d'aller pour qu'il y ait la procédure d'élever les immunités, ou soit il va falloir interroger les textes. C'est pour dire, parce qu'il s'agit d'une loi, les parlements devraient se réunir en congrès sous l'ordre du chef de l'État pour que cette procédure soit déclenchée. Déjà par rapport à cela, il y a 3 catégories de personnes qui peuvent interroger les textes. Il y a d'abord les parlementaires, parce que ce sont eux qui légifèrent, qui créent les lois. Et par le simple fait que le Parlement, au niveau de la Chambre haute, le Sénat a été saisi, ça sera à cette Chambre d'examiner
d'examiner la quintessence de cette requête, soit dans des travaux de plénière, ou soit au niveau du bureau du Sénat. Cette question peut connaître déjà des réponses si la forme n'avait pas été ou n'est pas respectée. Et si cela n'est pas le cas, on devra attendre que la plénière au niveau du Sénat soit réunie. En dehors de ça, il y a une autre catégorie, c'est les juges. Les juges auront aussi le temps de pouvoir examiner. Et nous applaudissons puisque aujourd'hui, on peut bien considérer que la justice... Quel juge faites-vous allusion? Je suis en train d'arriver. On peut bien considérer aujourd'hui que la justice devient de plus en plus indépendante au regard de la procédure du dossier Matata Pogno déjà. Et nous pouvons croire à ce jour que l'État pourrait récupérer ces fonds qui ont connu des détournements à échelle incalculable. Et quand le juge sera saisi, si jamais le Parlement a validé cette requête, les avocats de la partie de la défense, de la partie Joseph Kabila, devront nécessairement soulever des moyens liés aux régularités ou encore aux irrégularités de cette procédure. Et le juge va se prononcer quant à ce. Et nous, en tant que doctrinaires, nous faisons aussi partie d'une catégorie autre que nous avons également cette permission, encore cette autorisation de pouvoir analyser. Voilà pourquoi nous apportons également nos éclaircissements. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, en tant que doctrinaires aussi, nous pensons que, vu que nous ne sommes pas en temps de guerre, il n'était pas prudent que les gouvernements saisissent l'auditeur général. Parce que la procédure pour poursuivre un compatriote, un individu qui est membre d'un État ou encore qui est citoyen d'un État, il faudrait savoir comment les répartir, les deux procédures. Il y a la procédure qui doit être exercée pendant la guerre et une procédure qui doit être exercée pendant le temps de paix. Les temps de paix et les temps de guerre ne peuvent être vérifiés que suivant les actes juridiques pris par les autorités. J'ai dit tantôt que pour les cas de l'état de siège dans nos provinces, par exemple la grande province de l'Ituri et la province du Nord Kivu qui est occupée par les terroristes, les Rwandais à ce jour, il y a eu des ordonnances qui portent sur l'état de siège. Et en cas de guerre, il faudrait que les chefs de l'État, les présidents de la République puissent prendre une ordonnance de déclaration de guerre. Comme nous ne sommes pas couverts par cette ordonnance de déclaration de guerre, nous ne pouvons pas dire sur le plan juridique ou sur le plan matériel que nous sommes en temps de guerre pour que l'auditeur général soit suivi en poursuite en charge de M. Joseph Kabila. Dernière question, avant d'accorder la parole à Rachidi. Est-ce, à ce stade, suivant des précis dossiers, le ministre d'État, ministre de la Justice en République démocratique du Congo, dans ses gouvernements dirigés par Mme Souminois, Constant Moutamba violerait-il les ABC des textes de la République? Il est très difficile de dire que si le ministre d'État violerait les ABC du droit, parce que je dis déjà que le droit c'est comme une grande forêt qu'il faudrait explorer. Et personne ne pourra prétendre qu'elle a la compétence ou les aptitudes de connaître tous les méandres du droit. Tout ce que nous savons, le ministre dans ses attributions de garde-sceaux de la République a un cabinet au sein de son ministère. Et nous pensons que ce cabinet est en train de fonctionner normalement et puis en proposant des bonnes idées au ministre et également en formulant des bonnes propositions au ministre pour que nous ne puissions pas tomber dans certains égarements. C'est que moi, j'aurais peut-être à conseiller au ministre et aussi au cabinet, lorsque nous sommes en train de faire des études importantes qui peuvent toucher la vie de la nation ou qui peuvent avoir des sensibilités liées aux populations et à l'intégrité territoriale, il faille très souvent qu'on puisse utiliser plusieurs tableaux à la fois. Je ne dis pas que le tableau utilisé par son Excellence est mauvais, mais il faudrait utiliser plusieurs tableaux. On peut produire un tableau 1, un tableau 2 jusqu'au tableau 10 et on voit quelles seraient les conséquences de tous ces tableaux et on utilise les tableaux qui permettraient à
couvrir non seulement les personnes qui ont pris la décision, mais à justifier les décisions prises au devant de nos populations. Merci. Voilà le seul conseil que je pourrais prodiguer à notre ministre, M. Constant Moutamba. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit. C'est les directs de votre émission C'est Politique. Merci une fois de plus de votre confiance renouvelée sur les antennes de la 10e rue Télévision. Vous faites bien de nous suivre également sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision pour ne rien rater. Et donc, notre chaîne YouTube est opérationnelle. Suivez-nous anytime. Allez. Rachidi, je ne sais pas quelle question vous posez au regard de la matière apportée ici par leader Kingozi, qui est en face de vous. Constant Moutamba instruit l'auditeur des FARDC. Est-ce que voyez-vous cette démarche aboutir pourvu que Kabila réponde justement aux questions qui lui seront posées par la justice congolaise? Merci beaucoup à votre question. Déjà, le leader Kingozi a donné la lumière par rapport aux questions que vous l'avez posées. Et quant à moi, je crains que le démarche qu'a pris le ministre d'État, ministre en charge de la justice, ne puisse pas avoir un bon résultat. Parce que moi, personnellement, je constate que à chaque fois qu'il prend des décisions, apparemment, il n'arrive pas à conclure ce qu'il décide. Je peux balayer par exemple en prenant quelques exemples. Depuis qu'il est à la tête du ministère de la Justice, il parlait des églises, qu'il faut encore revoir les dispositions des églises dans nos quartiers et autres. On ne sait pas aujourd'hui nous sommes à quel niveau. Il a parlé des biens de Corneille Nangaa qui doivent être vendus pour aider les FARDC. Nous ne savons pas aujourd'hui nous sommes à quel niveau. Et aujourd'hui, au moment où le chef de l'État, dans sa diplomatie agissante, est en train de chercher à avoir des accords de paix avec les Rwandais, bien sûr Washington, eh bien, il vient encore nous parler de l'arrestation. Il instruit le littoral général militaire pour poursuivre Joseph Kabila, et d'ailleurs qui n'est pas au pays. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de souffler Kabila? Il ne faut plus rentrer, il faut rester là où vous êtes, il faut aller en exil. On ne sait pas trop. Donc pour moi, je crains que cette démarche ne puisse pas avoir un bon résultat. D'où, étant un ministre en charge de la justice, il a droit aussi au conseiller juridique qui doit à chaque fois... Oui, il doit être tellement... Apparemment, prenant des décisions comme s'il ne l'écoute pas. Entre guillemets. D'où, il doit encore revoir, comme venait de dire tout à l'heure le leader Kingozi, que les textes ou bien la loi, c'est un champ vaste d'où il faut avoir plusieurs tableaux afin de conclure par rapport à une démarche. C'est ce que moi je peux apporter comme analyse par rapport à votre question. Très bien. On va prendre l'aspect politique des données. L'aspect politique, oui. À ce stade, nous avons tous suivi comment est-ce que les opposants congolais ont, au cours d'une déclaration, sollicité un dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Mais bien avant, on va prendre les passages de Prévost, Maxime Prévost sur Kinshasa, lui qui a échangé avec les chefs de l'État. Alors, au cours de ces échanges, il vous souviendra que la relance du dialogue politique en République démocratique du Congo a été au cours des échanges entre le président Tshisekedi et le vice-premier ministre belge en charge des affaires étrangères, Maxime Prévost, en visite officielle à Kinshasa le 28 dernier. Parmi les sujets sensibles et aborder la situation de l'ancien président chef de l'État. Alors, Maxime poursuit dans ses dires pour signifier au chef de l'État que s'il va falloir tenir un dialogue en République démocratique du Congo, il faut élargir les champs de ces dialogues, puis faire venir Kabila pour qu'il soit partie prenante à ces travaux. Voyez-vous cette démarche s'inscrire dans les cadres toujours de retrouver la paix? En tout cas, aujourd'hui, lorsque vous m'avez lancé l'invitation, je disais qu'aujourd'hui, je veux plus conseiller toutes les parties. Oh. Oui, oui. Vous savez, nous sommes en train de chercher la paix à l'interne, au sein de notre pays. Et ce qu'a dit Maxime Prévost, je pense que c'est mieux. Même si nous arrivons à signer des accords parrainés par les États-Unis d'Amérique avec le Rwanda, je pense qu'à l'interne, il nous faut aussi un dialogue qui doit être élargi, bien sûr. Je le disais tantôt ici, lorsqu'on parlait de la consultation de l'Union nationale, qu'il faut élargir, on devrait élargir cette consultation-là. Malheureusement, c'est déjà conclu, mais aujourd'hui, je pense que ce que Maxime Prévost dit, c'est nécessaire. Moi, je conseillerais en ce sens au président de la République, chef de l'État,
c'est un homme de paix. D'ailleurs, c'est un homme qui cherche la paix. Que si c'est possible, qu'il essaye un peu d'élargir le dialogue tout en écoutant aussi les opposants. Parce que sinon, les Congolais risqueraient de croire que ce sont des opposants qui ont raison. Le président de la République n'a pas le temps de les écouter. Ils peuvent encore produire beaucoup de bruit. D'où je conseille au chef de l'État de donner le temps, de laisser le temps à organiser un dialogue élargi pour écouter aussi les opposants, y compris Kabila. Et si à ce moment-là, Kabila ne revenait pas pour y participer, c'est là que nous pouvons donner raison à notre président que nous soutenons, qui va d'ailleurs démontrer sa volonté d'écouter les opposants au cas où Kabila ne se présentait pas à ces dialogues-là. Alors, parce qu'on parle d'un dialogue inclusif, mais surtout élargi, Nanga sera aussi partie prenante. En tout cas, parce qu'il s'agit d'un retour probable de la paix. En tout cas, je pense que il faut chercher à consulter tous les Congolais. Parce que nous sommes en train de suivre depuis les démarches qu'a pris la RD Congo, le président de la République dans sa diplomatie agissante. Je me rends compte comme si les discours qu'est en train de tenir les larbins qu'on est Nanga, comme si il assume de continuer des désordres à l'est de la République. Il est déterminé. Il est déterminé de continuer vraiment. Alors d'où organiser aussi les dialogues à l'interne. Avec qui? Avec tous les opposants, Délice Sanga, Katumbi, Kabila, y compris aussi lui, l'opposant militaire, Corneille Nanga. Qu'ils soient aussi invités. Vous savez, même si on a l'idée d'arrêter tous ces gens-là, c'est d'abord les inviter. Je disais tout à l'heure ici que... ils auront peur, hein? Je disais tout à l'heure ici que lorsque les ministres Constant Moutamba dit déjà qu'on doit poursuivre Kabila, mais il y a des services secrets. Vous pouvez les inviter, venir, dès qu'ils arrivent ici, vous les arrêtez. Moi, je pense que organiser un dialogue élargi, ils ne viendront pas. Chapeauté par organisons. S'ils ne viennent pas, les Congolais suivent de près aujourd'hui. Les Congolais suivent aujourd'hui de près ce qui se passe. Ils donneront raison à l'État, ils donneront raison au président de la République qu'ils sont en quelque sorte crapahutés parce qu'ils ne veulent pas participer à ce dialogue qui sera organisé. Alors, une autre question. Il vous souviendra du temps de Kabila que l'homme, le régime Kabila, pas lui nécessairement, avait combattu la Senko via l'Église catholique sur toutes les formes possibles. À ce jour, quand Kabila s'est dit crédibiliser cette structure, la Senko SCC, pour que cette dernière soit en avant-plan de réunir la classe politique pour se mettre autour d'une table et parler République. Aujourd'hui, il n'y a pas de nuance dans cette démarche de pouvoir crédibiliser la même institution qu'il a combattue pendant... Vous savez, Kabila oublie des choses facilement par rapport à ce qu'il a fait à son temps. Même si vous suivez leurs déclarations, du côté signature ou des signataires, vous allez voir que Kabila n'a pas signé lui-même, c'est PO. Il n'a pas signé. Et je ne sais pas comprendre, est-ce que les FCC ne cherchent pas un autre leader ou bien Kabila est en train de chercher à chapeauter l'opposition? On ne sait pas bien comprendre. Mais nous savons tous qu'il crédibilise la Senko justement au nom des intérêts, au nom de ses... pour être leader. Mais sinon, il y a des images, nous savons ce qu'a fait Kabila en son temps, comment ça ne passait pas, le courant ne passait pas entre l'église catholique. Là, je parle de la Senko à l'époque de Mosengo qui a dit que les médiocres dégagent. Et ces médiocres étaient bien sûr Joseph Kabila, donc ça ne tenait pas. Mais aujourd'hui, il cherche à crédibiliser la Senko. Laissez Kabila tranquille. Il cherche à crédibiliser. Même à l'ère actuelle, nous avons des médiocres. Oui, les médiocres sont là, mais le chef de l'État a un mot, il a la signature, doit chercher à mettre de côté les médiocres pour que les compétents puissent continuer à donner les meilleurs d'eux-mêmes, mais donner des réponses à ce que les Congolais cherchent. Alors, à la crise sécuritaire, à la crise sociale. Prenons aussi les cas Fayoulou que nous aimons bien. Fayoulou, à ce stade, accepte de s'asseoir autour d'une table avec Kabila, qu'il a combattu aussi pour longtemps. C'est toujours dans les cadres de ces dynamismes de la politique. Vous savez, la dynamique, la politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est très dynamique. C'est au nom des intérêts que ces leaders de l'opposition cherchent à se mettre ensemble. Mais nous savons que un jour, ils vont encore se diviser parce qu'entre eux, l'un d'entre eux cherchera à devenir l'en-tête. Peut-être Kabila, il dit c'est moi le chef de l'opposition, et Fayoulou aussi à son tour va vouloir rester leader, réclamer rester leader, devenir leader, et aussi Jean-Marc Kaboun qui n'est pas avec eux là-bas
va aussi dire c'est moi le leader, vous voyez qu'entre eux, il n'y aura toujours pas la solution. Mais Jean-Marc, ça brûle entre lui et Kabouya. Oui, ça brûle entre eux. Bon, ce sont des enfants aussi entre guillemets de la même famille. Nous savons qu'à un moment donné, il y aura la solution. Mais ce que nous avons besoin, personnellement, moi, c'est qu'à l'interne, nous puissions être unis, nous puissions rester ensemble, comme Maxime Prévost venait de proposer, avoir un dialogue. Et dans ce dialogue, on pourra écouter toutes les parties, un dialogue élargi bien sûr, toutes les parties, afin d'écouter leurs propositions également. Parce que nous ne pouvons pas seulement donner espoir à 100% aux démarches qu'a pris le chef de l'État en signant à l'accord des principes avec le Rwanda. Parce que nous savons aussi que le Rwanda, ça fait plus de 30 ans et plusieurs années que nous signons avec eux des accords, même moi, ils ne respectent pas. D'où nous devons nous préparer à toutes les voies, à l'interne et à l'externe. À l'externe, en signant des accords, des principes, et je ne sais pas hier si c'était déjà le cas, et à l'interne, organiser un dialogue. Très bien, merci beaucoup. Allez, leader Kingozi, vous reprenez la parole. Nous sommes à présent en train d'aborder le plan, l'aspect politique, pour ne pas parler du plan. Alors, dans cette déclaration commune des leaders de l'opposition qui exige la tenue d'un dialogue inclusif entre Congolais afin de s'attaquer aux causes profondes de la crise sécuritaire et politique qui traverse le pays. Il estime que le retour durable de la paix dans l'est du pays est à ses prix. Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Délice Sanga, puis qui d'autres, ils sont nombreux, sauf Jean-Marc Aboun qui reste dans son coin, dans son Kingabo, un natif. Et donc, à ce stade, voyez-vous les chefs de l'État, bien sûr, répondre à cette demande, parce qu'il s'agit bien évidemment de la déclaration de l'opposition, mais aussi à ce qu'a dit Maxime Prévost pendant sa visite en République démocratique du Congo. Déjà, je dirais que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours dit que pour lui, le dialogue est permanent. Et il n'y a pas une particularité de créer une particularité dans ce qui existe déjà dans la permanence, sauf disposition contraire. Et j'apprécie ces jours parce que le temps est toujours notre meilleur allié, dans le sens que avant nous ne voyions pas clair par rapport à ce qui s'est passé à l'Est. Mais aujourd'hui, la situation se dessine bien clairement. Nous avons des situations en présence. D'abord, nous avons un cas d'agression où le Rwanda a occupé injustement nos territoires, nos sols à l'est de la RDC. Et de l'autre, nous avons un cas de rébellion. Et s'il faudrait traiter le deux cas, il ne serait pas prudent de les traiter d'une manière combinée, mais peut-être de manière séparée. Voilà la raison pour laquelle la RDC est en train de signer à gauche des engagements avec le Rwanda et à droite des engagements avec le mouvement rebelle, l'AFC M23. Et étant donné que le président de la République a toujours soutenu que le dialogue doit être permanent, mais moi, j'aimerais vraiment conseiller que cette permanence de dialogue doit l'être, mais de manière régulière. Cela voudrait dire quoi? Aujourd'hui, le gouvernement congolais s'était retrouvé à Doha et a signé une déclaration conjointe. Mais quel est le soubassement de cette déclaration conjointe? Ou encore, quel est le soubassement de cette réunion de Doha? Moi, j'estime que cette réunion de Doha n'a pas de soubassement ou n'a pas de contenance juridique. Parce que ce qui s'est passé à Luanda, avec le processus de Luanda, qui ne concernait que la République démocratique du Congo et le Rwanda, comme partie prenante dans ces processus, et ce qui se passe, ou ce qui s'est passé aussi au niveau de Nairobi, avec le processus de Nairobi, qui ne concernait que la RDC, avec tous les groupes armés actifs dans l'est du pays. Et au moins, les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaissait officiellement ces deux processus, qui étaient des processus clés pour la sortie des crises. Mais à ce jour, les conseils de sécurité des Nations Unies ou encore les Nations Unies en général n'ont pas encore reconnu officiellement les activités de Doha. Ce qui signifie que ces activités-là ne peuvent
ou ne pas aboutir. Et si cela n'aboutissait pas, nous n'aurons pas avancé. Et lorsque nous suivons les informations ça et là, nous apprenons qu'au-delà de la déclaration conjointe signée par les deux parties en présence à Doha, mais que sur terrain, les théâtres des affrontements sont en train de continuer. C'est-à-dire que les résultats voulus ou encore souhaités à Doha ne produisent pas encore leurs effets. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, à mon avis, j'estime que le gouvernement congolais, par les biais de sa diplomatie, doit nécessairement saisir soit le Conseil de sécurité des Nations Unies ou encore l'Union africaine, dans l'objectif d'obtenir ou encore d'arracher une nouvelle résolution. En dehors de la résolution 2773, que l'on arrache une nouvelle résolution qui devra imposer à toutes les parties, d'abord un cessez-le-feu obligatoire, et puis un arrangement de discussions autour d'une table entre toutes les forces politiques et vives de la nation. Quelles sont ces forces? L'opposition politique non armée, l'opposition armée qui est une rébellion contre la République aujourd'hui, les forces vives de la société civile, les confessions religieuses, je ne préfère pas les associer dans la société civile, le gouvernement congolais, la partie Union Sacrée et quelques personnalités qui seront importantes sous l'égide des personnalités internationales pour que nous puissions avoir des conclusions qui vont imposer une paix définitive. Pourquoi je préfère proposer cela? Tous les Congolais étaient en train de refuser de manière unanime la démarche des évêques de la CENCO. Pas tous les Congolais, hein? Bon, de manière générale, un bon nombre. De manière générale, refuser ou encore rejeter la démarche prise par les évêques de la CENCO et de l'ECC, mais que curieusement, ces évêques ont même atteint le niveau d'aller rencontrer le secrétaire général des Nations Unies. Le président Macron aussi. Ils ont fait des démarches, ils ont rencontré le président Macron, le président français, et ils ont même été reçus à Doha. Cela signifie que lorsque nous suivons les rendus déclarés par toutes ces personnalités qui les ont reçus, toutes ces personnalités semblent être favorables à ces démarches. Alors, pourquoi ne pas utiliser leur démarche, donner encore à cette démarche du bon contenu et que par la suite le gouvernement congolais arrache une résolution des Nations Unies qui crée une possibilité de discussion autour d'une table avec toutes les forces en présence à RDC pour que nous sortions de cette situation. L'avantage va être lequel? Lorsque nous discutons entre nous les Congolais, l'opposition politique, la société civile, les confessions religieuses, l'union sacrée dont nous nous appartenons, la rébellion entre guillemets selon la volonté de la partie gouvernement et de la communauté internationale, en présence des témoins qui seront des personnalités internationales, nous allons mettre fin à l'occupation du Rwanda de notre sol et puis nous mettrons fin à la branche d'une rébellion qui est soutenue par le même Rwanda. Vous allez chuter. Et le danger, en chutant, le fait de continuer à discuter, nous gouvernement avec le M23 en apartheid, cela va affaiblir la position du gouvernement en ce sens que le M23 avec son AFC se croira beaucoup plus fort et va imposer des conditions que nous, gouvernement, nous n'allons jamais accepter. Parce que les conditions qui seront imposées, ce ne seraient pas des conditions qui seraient, qui seront posées pour que nous puissions connaître un dénouement des situations, mais ça sera des conditions qui seront posées pour que nous puissions connaître des enlisements de la situation. Voilà pourquoi nous ne devons pas négocier directement avec le M23 pour mettre en néant leurs appétits politiques et militaires. La toute dernière question, ça me vient en tête. Quel est le soubassement juridique du pacte des principes signé à Washington dernièrement entre les deux États, le Congo et le Rwanda, par l'entremise de leur ministre des Affaires étrangères? Quel est le soubassement juridique de cet acte? Parce que sur le plan international, nous avons les traités, les accords et tout ce qui va avec, mais le pacte des principes sur le plan international n'est pas reconnu. Est-ce qu'il y a-t-il un soubassement juridique? Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire du monde entier, il arrive que certains États en conflit, qui ne s'entendent pas et qui se disent, au lieu que nous puissions saisir les instances internationales
que le monde entier reconnaît, nous pouvons nous convenir entre nous et que nous puissions trouver un accord de principe. Et de cet accord de principe doivent découler la volonté des partis. Et quand la République démocratique du Congo signe un accord de principe avec le Rwanda, il faudrait considérer d'abord que c'est une volonté des partis de vouloir mettre fin à ce qui nous divise aujourd'hui avec le Rwanda. Et de cet accord de principe, si une des parties ne remplit pas les conditions pour matérialiser cet accord de principe, la partie qui serait ou qui se sentirait lésée pourrait à cette fois-là saisir les instances internationales pour pouvoir demander ou solliciter leurs exécutions ou encore son exécution. À ce jour, il serait encore très précoce qu'on puisse chercher à donner une nature juridique spéciale à cette volonté que les partis ont formulée entre eux. Parce que je dirais même dans le droit interne de chaque pays, la volonté des partis existe. Et quand les partis ont émis sur base d'un texte qu'elles considèrent légal entre elles les partis et qu'ils décident et que ces partis décident de mettre en matérialisation les choses qu'elles se sont convenues, nous estimons que la volonté des partis suffise pour que ce qui a été dit à l'intérieur soit respecté. Il faudrait peut-être attendre que le contrat qui serait signé de manière officielle, qui contiendrait des éléments détaillés, soit mieux examiné, puisque cette fois-là, certainement la République démocratique du Congo, avant de signer un tel accord ou un tel traité sur le plan international, devrait se conformer avec le texte de la Constitution qui voudrait que ce texte, avant d'être ratifié, soit soumis au vote d'une loi particulière devant le Parlement. Merci beaucoup. Ça, c'est pour vous, chers téléspectateurs. Le gouverneur militaire de l'Ituri est de retour en province après 3 semaines passées dans la ville-province de Kinshasa. Par rapport à tout ce qui se raconte sur la toile, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Ituri, à ce jour, c'est une province qui est en voie de développement grâce aux infrastructures qui sont en train d'être placées sur place grâce au leadership éclairé de Johnny Luboya Nkashama, que nous encourageons par ailleurs. C'est un fils de la République qui reste un vrai patriote. Alors, Rachidi, on va conclure l'émission avec vous. À ce stade, Tshisekedi est à Washington. Attendez-vous une très bonne chose au travers l'accord de principe trouvé, pour ne pas dire signé, entre Kinshasa et Kigali. Merci beaucoup. Vous savez, par rapport à l'accord des principes signés par les 2 ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, en tout cas, les points essentiels, les participants reconnaissent mutuellement leur souveraineté, ça c'est vrai, mutuellement leurs frontières, reconnaissent les souverainetés de chaque État et refusent l'ingérence. Nous voulons que, à la fin de la signature de cet accord, nous puissions retrouver la paix comme nous sommes en train de chercher, c'est notre souhait. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Chers téléspectateurs, vous et nous, c'est un mariage à vie au travers les antennes de la 10e rue télévision. Merci aux amoureux de la lecture. J'emballe déjà mes bagages. C'est déjà le début de week-end. En tout cas, je vous souhaite plein de succès, plein de bonnes choses. Longévité surtout et que la paix revienne en République démocratique du Congo dans sa partie orientale grâce au leadership de Félix Tshisekedi comme étant chef de l'État. Les ministres qui continuent à somnoler, s'il vous plaît, réveillez-vous. Nous l'avons toujours dit ici, la solution au problème de mobilité des Quinois est connue et reste la même. Cette solution est de refaire le chemin de fer. Lançons la voie ferrée en République démocratique du Congo. Le commandant Ilunga l'a dit, il redit et il est en train d'insister. Achetez des trains urbains. Vous vous êtes battu ici pour baisser le prix des transports. Personne n'a obéi à ce que vous avez dit. Mais à ce jour, s'il y a une concurrence sur terrain, vous renforcez le bus dans la société nationale de transport, Transco, et que vous achetez au moins 3 trains urbains qui vont commencer les trafics
Mboudi, par exemple, Maluku, Gare Centrale, Maluku, Kingasani, Kimwenza, ça va soulager la population. Où êtes-vous, les ministres des Transports? Tolo Bali Sousouni, de M. Nsili. On sait ça, nous.